Alors j'ai rendez-vous avec un fidèle du Salon CE et du plateau, c'est Luc Berry. Là. Luc, bienvenue et merci Bonsoir, oui, de bonjour. cette fidélité. Alors on sort d'un débat avec Thierry Lepant, Carole Couvert et puis notre partenaire Réalité du dialogue social. Moi ce qui m'a marqué dans ce débat c'est le ton employé entre les leaders des organisations syndicales. J'ai trouvé ça plutôt détendu, plutôt ouvert, plutôt avec des points de convergence. Est-ce que c'est le nouveau dialogue social entre les représentants des organisations salariées ? Non, je crois qu'il faut plutôt se réjouir que justement ce n'est pas nouveau. Je pense que depuis, ça traduit très exactement le fait que depuis maintenant plusieurs années, les responsables nationaux des organisations syndicales se parlent normalement. Ça n'empêche pas que nous ayons éventuellement des divergences. Et je pense qu'il faut se réjouir que le syndicalisme soit un peu décrispé, parce que dans l'intérêt des salariés, il faut que les syndicats collaborent bien sûr et agissent ensemble quand c'est possible. Alors Thierry Lepant se plaignait du manque d'adhérents à la CGT. Alors bon, tout le monde l'a pris pour une boutade, mais c'est vrai qu'on peut se plaindre du taux de syndicalisation dans ce pays, 7%. Même si dans les élections professionnelles, comité d'entreprise, on sait que 1 sur 2 est élu sur liste syndicale et que 2 sur 3 sont syndiqués. Mais d'où vient ce malaise de la désyndicalisation ? Alors, je crois d'abord qu'il y a une histoire du syndicalisme français. Le syndicalisme français n'a jamais été un syndicalisme de masse. On a connu des périodes où il y avait davantage d'adhérents, mais effectivement, la conception du syndicalisme en France, qui s'est beaucoup coupée des services concrets qu'il peut rendre éventuellement aux salariés parfois, la gestion de la mutuelle, la gestion des assurances sociales, etc., a conduit quand même au fait que le syndicalisme, en termes d'adhérents, en France, a toujours eu un problème. Cela étant, le recul quand même du fait collectif touche toutes les organisations, les associations, les partis, mais aussi les syndicats. Et c'est très préoccupant parce que nous n'avons pas abandonné, mais le syndicalisme français dans son ensemble n'a pas abandonné l'idée selon laquelle il faut que nous reconstituions les conditions pour un syndicalisme de masse, c'est-à-dire avec beaucoup plus de syndiqués que nous avons aujourd'hui. C'est un paradoxe. Hein. Le syndicalisme en France existe, il pèse sur la scène nationale, il pèse sur les entreprises, dans les branches. On vote assez largement d'ailleurs dans les entreprises avec des taux de participation qui sont importants. Et en même temps, on hésite à adhérer et il faut sans doute qu'on s'interroge sur les raisons de ces doutes. Je crois qu'il y a une question d'image du syndicalisme qui joue. Parfois, on a l'impression que quand on va adhérer à un syndicat, on va être pieds et poings liés et que le syndicat va vous dire ce que vous allez penser. Nous avons essayé de travailler là-dessus modestement au niveau de l'UNSA. Tu sais que l'UNSA, c'est l'Union nationale des syndicats autonomes. Donc nous travaillons cette question de l'autonomie. Mais ça fait partie en tout cas des sujets sur lesquels il faut qu'on ait un débat qui soit un débat citoyen aussi, parce que ça interpelle aussi les salariés eux-mêmes. Ils ont des outils à leur disposition. S'ils ne les utilisent pas, peut-être qu'il faut qu'ils comprennent que se syndiquer, c'est aussi avoir accès à des informations, avoir accès à un collectif, avoir accès à un outil de défense. Alors, mais de quel syndicalisme parle-t-on ? Parle-t-on d'un syndicalisme de lutte ou parle-t-on d'un syndicalisme de dialogue ? Ou est-ce que quelquefois il faut savoir jouer sur les deux tableaux, sur la lutte et l'opposition ferme, celle que prônent certains, ou d'autres parlent de plus d'ouverture et de dialogue et de réforme ? Il y a des sensibilités dans le syndicalisme. Il y a un pluralisme dans le syndicalisme qui relève de l'histoire, mais qui relève aussi de conceptions qui ont toute leur place. Nous, à l'UNSA, on est plutôt sur un syndicalisme de négociation et de proposition. Mais opposer ce syndicalisme-là à un syndicalisme de lutte, ça me semble assez stérile. À un moment donné, je pense qu'on a besoin parfois du rapport de force. Donc le rapport de force, ça fait partie parfois des méthodes syndicales. Toute la question, c'est de savoir à quel moment on en a besoin. Nous pensons qu'il faut essayer de construire des relations sociales en France qui soient régulées par le dialogue, par le contrat, quand c'est possible. Évidemment, c'est pour ça que je dis quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, le rapport de force a toute sa place. Mais on ne commence pas par faire un rapport de force avant même de savoir si on va en avoir besoin. Il faudrait qu'on rentre en France dans des relations sociales beaucoup plus apaisées. Lorsqu'il s'agit de discuter, par exemple, de tel ou tel sujet concernant les salariés, la voie normale devrait être la négociation. Dans beaucoup de pays, du reste, en particulier d'Europe du Nord, on a des méthodes qui sont très différentes et le conflit existe, mais c'est l'exception. Pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas une démocratie mature en France, une démocratie sociale mature en France? Je crois que c'est l'objet quand même des réflexions que nous menons et des actions surtout que nous menons.
Philippe Louis, ici, hier, disait il faut à tout prix éviter le conflit. Thierry Lepant disait ce matin il ne faut pas en avoir peur, parce que quelquefois c'est nécessaire. La position de Luc Beryl, c'est on peut en avoir besoin, mais il faut l'éviter finalement. L'objet, de toute façon, c'est si on peut éviter le conflit, il faut le faire. Moi, ce qui me guide, c'est le pragmatisme. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut obtenir de concret pour les salariés. Parfois, on a besoin du conflit pour ça. Parfois, le conflit n'aboutit pas. Et le conflit coûte aux salariés aujourd'hui quand même. Il a toujours coûté. Et encore plus dans ces périodes de crise. On voit bien d'ailleurs qu'on a du mal à mobiliser parfois. On a du mal à mobiliser pour des raisons matérielles. Perdre une journée de salaire, c'est compliqué. On a du mal aussi à mobiliser parfois par crédibilité. Moi, je pense qu'à partir du moment où on peut obtenir des choses, c'est ça qui nous guide. Si on peut les obtenir par la négociation, il faut passer par la négociation. Le conflit est à l'appui de cet objectif. Ce n'est pas un but en soi. Et s'il y a peut-être une différence d'appréciation entre organisations syndicales, pour des raisons historiques et de conception, c'est peut-être autour de cette question-là. Est-ce qu'on considère qu'est-ce qui doit réguler la relation sociale? Est-ce que la relation sociale est en permanence un rapport de force? Ou est-ce que sur un certain nombre de sujets, on peut considérer qu'il est normal qu'entre les partenaires sociaux, on trouve les voies et moyens pour régler les problèmes, chacun étant bien évidemment dépositaire d'intérêts qu'il défend. Je ne reproche pas, moi, aux organisations patronales de défendre les intérêts des organisations patronales. Elles sont dans leur rôle. Nous, notre problème, c'est comment est-ce qu'au niveau syndical, on met en avant les intérêts des salariés. C'est autour de ça que les choses se jouent, à mon avis. Alors, on a quelquefois affaire dans l'entreprise, mais j'imagine que les organisations syndicales qui négocient avec les organisations patronales ont affaire à la même chose, à des interlocuteurs complètement fermés. Et là, on ne peut pas évidemment prôner le dialogue social parce que pour parler, il faut être deux. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'on soit deux. Alors quand il n'y a pas de dialogue, quand les informations données par l'autre partie ne sont pas sincères, est-ce que là, le conflit ne devient pas non plus nécessaire, mais indispensable? Mais bien sûr, c'est pour ça que je parle de pragmatisme. Le pragmatisme, c'est que dans le dialogue, comme tu le dis, il faut être deux. Et il y a la volonté du dialogue. Si on s'assied autour d'une table en sachant pertinemment que de toute façon, on a décidé qu'on ne trouverait aucune solution, évidemment, on perd son temps et il faut recourir à d'autres méthodes. Mais ces relations qui existent dans un certain nombre de branches d'entreprises, qui sont des relations que j'aurais tendance à qualifier d'un peu moyenâgeuses quand même, sur la façon dont on conçoit les choses, elles nuisent au fonctionnement démocratique, elles coûtent beaucoup et elles sont parfois en plus peu couronnées d'effets quand même. Donc il faut qu'on essaie de trouver une situation dans laquelle il est normal qu'on considère qu'en France, les intérêts des salariés doivent être défendus. Il est normal qu'on essaie d'en discuter, de trouver des compromis. Mais ça s'adresse aux organisations syndicales, mais ça s'adresse évidemment aux organisations patronales. Le patronat, en France, est aussi héritier d'une tradition dans laquelle on a beaucoup conçu la relation sociale autour du conflit et autour parfois de la négation de la capacité des salariés à être représentés. Donc il faut aussi que le patronat balaie devant sa porte de ce point de vue-là. Et en matière de dialogue social, il y a du travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Thierry Lepant disait, dans le dialogue, il y a un acteur qui manque, c'est l'actionnaire. Je trouve ça plutôt futé. Et je me dis, tiens, puisque les DRH dans les grandes entreprises rencontrent une fois par an l'actionnaire, pourquoi les délégués syndicaux n'iraient pas aussi parler à l'actionnaire en disant, voilà ce que les directives que vous donnez à la direction de cette entreprise et à la direction des ressources humaines, ben voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Est-ce que ce ne serait pas normal que les organisations syndicales soient reçues par les actionnaires? Alors, là où il y a des actionnaires, oui, pourquoi pas, mais ça pose la question du conseil d'administration. Parce qu'à un moment donné, les choix qui sont les choix stratégiques en particulier se font dans les conseils d'administration et très souvent ensuite dans les CE, on discute de la façon dont on va organiser les choses en fonction de décisions qui ont été prises ailleurs. Donc comment est-ce que les organisations syndicales qui représentent les salariés ont davantage accès pour intervenir sur les choix stratégiques de l'entreprise? On sent bien que c'est autour de ces questions-là que se joue l'avenir de beaucoup de salariés aujourd'hui. Par ailleurs, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'actionnaires. Et il y a des salariés quand même. Je pense aux petites et moyennes entreprises et aux très petites entreprises où là, la relation ne se fait pas avec l'actionnaire. La question des actionnaires ne suffit pas à cannibaliser tout le débat social en France. Il faut le traiter de façon sérieuse parce qu'effectivement, il arrive qu'il y ait plus des choix d'actionnaires qui soient des choix anti-industriels, qui soient d'abord des choix dictés par un rendement à obtenir et pas simplement par des résultats industriels. Donc ça fait partie des questions fortes qu'il faut traiter et sur lesquelles il faut qu'on ait davantage un contrôle. Ça pose la question de savoir à quel niveau est-ce que les salariés doivent être informés, leurs représentants, et à quel niveau est-ce qu'ils peuvent intervenir. Donc
Qu'on rencontre les actionnaires, pourquoi pas? C'est possible aujourd'hui si les actionnaires le veulent. C'est une prérogative des délégués syndicaux, par exemple. Ça pourrait faire partie des prérogatives, mais je crois que très franchement, ça pose la question du conseil d'administration. La loi de modernisation de l'emploi a un peu ouvert la participation des salariés au conseil d'administration, de leurs représentants. Alors, c'est une avancée par rapport à une situation où il n'y avait personne, ou très peu, en dehors de quelques entreprises publiques. Mais si on veut être, j'allais dire, dans le sein des saints, il faut qu'à un moment donné, on puisse y être. Alors effectivement, comment est-ce qu'on peut s'y trouver? Comment est-ce que syndicalement, on peut assumer ça, puisqu'on n'est pas là pour administrer simplement l'entreprise? Mais on voit bien que ces choix stratégiques, ils se jouent à l'intérieur de ces conseils, dont pour l'essentiel, les salariés sont absents, tout au moins leurs représentants. Ou inviter l'actionnaire lors des négociations annuelles obligatoires, parce que les cordillons de la bourse, c'est quand même lui qui les tient. On peut toujours l'inviter. Est-ce que l'actionnaire viendra? C'est un autre sujet. Donc il faut qu'on discute peut-être de questions qui soient plus institutionnelles. Il faut qu'institutionnellement, à un moment donné, il y ait une règle. Et la règle, ça pourrait être qu'effectivement, sur les choix stratégiques de l'entreprise, il faut qu'à un moment donné, on puisse se faire entendre. Moi, je pense que, c'est pour ça que je prône aussi pour le dialogue social, j'y prône moi du côté des salariés que je représente, mais il y a un intérêt de l'entreprise et d'ailleurs de l'employeur à avoir un dialogue social qui fonctionne. On parle beaucoup de compétitivité, dans les éléments de compétitivité, un dialogue social de qualité, ça fait partie des éléments de compétitivité, on l'oublie parfois un peu. Hein. Donc voilà, si on peut avancer sur cette donnée-là, nous y sommes favorables. Il y a des choses qui ont été actées dans la loi de sécurisation de l'emploi qui ouvre le champ d'intervention et d'information des institutions représentatives des personnels, qui ouvre un petit peu la participation au conseil d'administration vers les choix et les informations sur la stratégie de l'entreprise. Et ça me paraît vraiment fondamental. On va conclure là-dessus. Merci Luc de ta venue sur le Salon CE une nouvelle fois et en espérant te revoir sur les prochaines éditions. Merci de l'invitation. Et aussi longtemps que tu voudras venir. Et j'y reviendrai volontiers. Merci beaucoup.